Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 histoires qui font partie des plus mystérieuses. Évidemment ça va souvent toucher du doigt l'horreur. Dans le lot il y aura peut-être quelques histoires que vous connaissez, donc vous avez entendu parler, d'autres pas du tout. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment à mes côtés. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime sous la vidéo, c'est vraiment très important. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous avez pensé des différentes histoires. Très bientôt, je pense ressortir un thread horror abonné, donc si vous avez une histoire que vous souhaitez me partager, ça se passe sur Instagram, AkenTV. Vous pouvez m'envoyer votre histoire directement là-bas pour que je la raconte ensuite en vidéo. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, donc si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger ensemble dans ces 10 histoires les plus mystérieuses. Nous sommes en 1922 en Haute-Bavière. À l'époque, il y avait là-bas une ferme qui appartenait à une famille, la famille Gruber. Cette ferme était dans un endroit plutôt isolé et elle portait le nom d'Hinterkaifeck. Cette ferme où la famille travaillait était située à côté d'un bois appelé le bois des sorciers. Il y avait également d'autres forêts, des champs, tout ça pour dire qu'autour de cette ferme, il n'y avait pas de voisins. Quand on y vivait, on était vraiment en autarcie par rapport au reste du monde. Donc de par cet isolement, beaucoup pensaient que la famille Gruber était assez étrange. Elle n'était pas forcément bien vue, elle avait des mystères. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'isolement de la famille qui alimentait cette vision étrange qu'on avait d'eux, c'est que la famille elle-même semblait éviter le contact avec les autres êtres humains. Mais qui était cette fameuse famille Gruber qui nous intéresse tant? Déjà, à la tête de la famille, il y avait un couple, Andreas et Cecilia, qui étaient tous les deux âgés d'environ 70 ans. Ensuite, il y avait leur fille, âgée de 35 ans, Victoria, qui elle avait été mariée, mais elle était à ce moment-là veuve car son mari, lui, avait perdu la vie pendant une guerre. Victoria elle-même avait 2 enfants, une qui s'appelait Cecilia, donc comme la plus vieille de la famille. On va l'appeler Sissi, quand on parlera d'elle comme ça, il n'y aura pas de confusion. Et le deuxième enfant, lui, c'était un garçon, Joseph. Avec la famille, il y avait aussi une servante qui était là pour les accompagner dans différentes tâches. Et déjà, ne serait-ce que par rapport à la situation familiale, il y a un point de questionnement pour ceux qui connaissent les Gruber, pour ceux qui habitent le village le plus proche. C'est que Joseph, donc le dernier enfant de Victoria, est né en 1919. Sauf que là où ça coince, c'est que le mari de Victoria a perdu la vie en 1914. Donc, soit le fantôme du mari est revenu pour passer une petite nuit avec sa femme et faire un enfant, ce qui est peu probable, soit le père de Joseph est un autre homme que le mari de Victoria. Et il y a d'autres morceaux de piment qui viennent piquer un peu la bouche. C'est que Andreas, donc le chef de la famille, a pris sous sa tutelle Joseph, et en plus il a une relation avec sa fille qui est assez bizarre. Effectivement, il est connu qu'il a des relations intimes avec sa propre fille depuis qu'elle a environ 15 ans. Donc rapidement, les gens se créent une réponse eux-mêmes vis-à-vis de la parenté du petit Joseph, c'est qu'en fait, il est le fruit d'une relation entre Andreas et sa fille Victoria. Ça a fait du bruit, Andreas a fait 1 an de prison par rapport à tout ça, sa fille, elle, a fait 1 mois, mais ça leur a pas servi de leçon. Ils ont continué à avoir le même type de relation après la condamnation. Ayant donc été condamnés par rapport à tout ça, Andreas et Victoria ont essayé de cacher leur relation intime qui continuait. Donc, quand le petit Joseph est né et que des nouvelles questions se sont posées, elle a dit que le père n'était pas Andreas, mais un homme du nom de Lorenz. Lorenz, c'était pas un voisin direct, mais une des personnes qui habitait le moins loin. Et ce Lorenz, il était amoureux de Victoria. Il l'a trouvée magnifique, en plus elle venait d'une famille assez aisée, effectivement les Gruber avaient un peu d'argent, et lui, quand il a appris qu'on disait qu'il était le père de Joseph, il a dit que c'était pas vrai, et que c'était probablement donc Andreas qu'il était réellement. Donc évidemment, toutes ces histoires assez particulières ont fait que rapidement les Gruber ont eu une réputation déjà de famille riche, excentrique avec des mœurs assez particuliers, mais également avec des secrets. Et c'est en mars 1922 que des choses étranges vont s'ajouter à cette vie déjà bien remplie. Andreas trouve sur le pas de sa porte un journal, mais personne dans le village ne dit l'avoir distribué, il ne semble appartenir à personne, mais il voit également quelqu'un, apparemment un homme, qui rôde
autour de la ferme. Il n'a pas pu voir son visage, donc il lui a été impossible de l'identifier. Et il en est sûr, il y avait bel et bien quelqu'un. Il y avait des empreintes de pas dans la neige qui le confirment, et ce qui est là très inquiétant, c'est que ces empreintes de pas vont jusque dans la ferme, mais n'en ressortent pas. Donc cette fameuse personne semble être toujours là. Autre événement, une des clés de la maison disparaît. La servante, elle, entend des bruits et n'en pouvant absolument plus de vivre dans ce climat qui clairement met une énorme pression, elle s'en va. Pour elle, la situation est extrêmement simple, la maison est hantée. Mais ça ne s'arrête pas là. Les événements dépassent carrément une histoire de hantise. Le soir du 31 mars 1922, toute la famille, à part Joseph, est attirée dans la grange par un bruit. Ils s'y sont rendus, mais ils n'en sont jamais ressortis. Tous ont été brutalement assassinés. C'est plus tard, ne voyant plus les Gruber aller dans le village, que certains se sont inquiétés, se sont posé des questions, donc des curieux sont allés voir ce qu'il en était. C'est là que les différents corps ont été retrouvés. Une enquête est donc lancée, et l'enquête, elle est affreuse. Des indices sont ignorés, la scène de crime est mal protégée, donc au fur et à mesure du temps, on ne peut plus vraiment s'y fier. Et ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Parce qu'il y a des détails qui demeurent encore aujourd'hui complètement incompréhensibles. En plus, Joseph, lui, a été retrouvé assassiné dans la maison. Il n'était âgé que de 2 ans. La servante aussi, qui était normalement censée être partie, était là. Elle aussi était sans vie dans la maison. Et donc, n'ayant pas de coupable ici clairement défini, chacun y va de sa petite théorie. Déjà, on se dit que potentiellement le responsable serait celui qui était amoureux de Victoria, Lawrence. Vous savez, le fameux type à qui Victoria a voulu attribuer la paternité de son fils. La base de cette théorie, c'est qu'il faisait partie des villageois qui ont découvert tous les corps. Et tout le monde était choqué, sauf lui, qui semblait d'un calme assez inhabituel. En plus, c'est lui qui a ouvert la maison, il a déverrouillé une porte qui était fermée à clé, avec une clé qui avait été signalée comme disparue. Donc bien qu'il s'est justifié en disant que la clé était déjà sur la porte, les gens ont commencé à avoir quelques doutes à son sujet. On se dit qu'il pourrait être le responsable de ce qui a été commis dans la ferme, et en plus de ça, il aurait un mobile. Il avait eu une liaison avec Victoria qui s'était mal terminée. En plus de ça, derrière, on lui dit qu'il est le père du petit Joseph, donc tout ça a fait que sa réputation a pris un énorme coup. Et alors rapidement on fait des liens et on se dit qu'en fait toute cette histoire, tous les meurtres qui ont été réalisés sont de son dû et le mobile c'est simplement la vengeance. Mais cette situation n'est pas allée plus loin que les théories parce qu'il n'y avait pas assez de preuves permettant directement de le lier à ce qu'il s'est passé. Nouvelle théorie, on se dit que le responsable serait le premier mari de Victoria, celui qui est normalement décédé pendant la guerre. Cette théorie dit que peut-être il aurait en fait survécu, qu'il serait rentré pour aller retrouver sa femme, mais là, surprise pour lui, il y a un enfant. Un enfant qui n'est pas de lui, et donc ça le met extrêmement en colère. Une colère qui l'aurait entraîné à commettre le pire, mais encore une fois, cette théorie fonce dans un mur parce qu'il n'y a pas de preuves indiquant que cet homme aurait survécu. On a la preuve qu'il serait mort, mais pas l'inverse. Autre suspect potentiel, Andreas Gruber, le père de famille, qui était connu pour avoir des phases où il était extrêmement violent, notamment vis-à-vis de Victoria. Les relations intimes qu'il avait avec elle n'étaient pas forcément toujours consenties, et donc il aurait attiré tout le monde dans la grange pour les égouiller. Ensuite, il se serait soit donné la mort tout seul, ou alors il aurait été victime d'un accident en maniant l'arme qu'il a utilisée pour mettre fin à la vie de tout le monde. Tout ça, ça reste que des pistes qu'il faut développer avec une enquête approfondie, sauf que l'enquête, déjà, elle est quasiment vouée à l'échec parce que, vous savez, ce sont des villageois qui ont découvert les différents corps, etc. Donc, la scène de crime a été piétinée, des empreintes ont été laissées ici et là, de personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec le crime, donc pour la police, il était en fait extrêmement difficile de récolter des indices qui étaient vraiment liés à ce qui s'est passé. Par contre, un point qui permet d'alimenter un peu l'enquête, c'est que la ferme avait continué à tourner alors que les Gruber n'étaient plus là. Quand je dis qu'ils n'étaient plus là, c'est qu'ils étaient morts. On avait donné de la nourriture aux animaux, on avait par exemple traité les vaches, il y avait un feu dans la maison de la cheminée, comme si en fait la personne qui avait commis le massacre avait continué de vivre dans la ferme comme si de rien n'était. Les corps des victimes, grâce à des autopsies, ont aussi permis de révéler certains détails, notamment le fait qu'ils aient été tous tués avec un objet agricole, et également les examens des corps ont montré que les coups avaient été très précis, ce qui a montré donc que la personne qui s'est servie de l'arme du crime
était assez habile. Donc on pense que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser des outils de ferme. Par contre, bien qu'on sait quelle arme a été utilisée, on ne sait pas où elle est, on ne l'a pas trouvée. Donc là, l'enquête se met à stagner. On a un suspect principal, c'est le fameux Lawrence, parce qu'avec lui, tout semble coller, mais on n'a pas de preuves pour l'incriminer directement. Et un an plus tard, en mars 1923, là on fait la découverte de l'arme qui a été utilisée. Elle était en fait dans la ferme, dans un endroit un peu caché. Donc, le fait d'avoir retrouvé cette arme du crime plus tard et dans un endroit de la ferme assez particulier, on se dit rapidement que la personne qui est à l'origine du massacre de la famille Gruber était quelqu'un qui connaissait déjà très bien la ferme. Cette découverte-là, ça a été la dernière. Après cela, plus rien n'a été trouvé, personne n'a été arrêté et donc l'affaire a été classée en 1955. De plus, la ferme où se sont produits ces terribles événements a été détruite, un signe je trouve qui montre qu'on a complètement abandonné l'idée de trouver des indices ou un responsable vis-à-vis de cette affaire et que les enquêteurs se sont dit qu'ils allaient complètement passer à autre chose. Au large des côtes écossaises se trouve un phare situé sur ce qu'on appelle les îles Flannans. Un phare qui a été témoin en 1900 de disparitions sans explication. Et les disparitions concernaient toutes les gardiens du phare. C'est le 7 décembre 1889 que la lumière du fameux phare a été pour la première fois allumée. Un phare prêt à guider les navires sur des mers parfois tumultueuses. Pour entretenir le phare, 4 hommes se relaient. Et parmi ces 4 individus, il y en a 3 qui vivent, eux, en permanence sur l'île. Chacun passe 6 semaines sur l'île avant de bénéficier de 2 semaines de congé. Mais, mis à part ces quelques individus, personne d'autre n'est présent. Évidemment, la vie sur place, elle n'est pas facile. On se sent rapidement seul, d'où le fait qu'il y ait plusieurs personnes en même temps sur l'île, mais ça suffit pas. D'ailleurs, bien qu'il y ait de la vie sur le rocher, à côté du phare, de la terre ferme, on n'a absolument aucun signe qu'il y a bien de la vie là-bas, à part la fameuse lumière émise par le phare. Mais le soir du 15 décembre 1900, le phare, qui était normalement constamment allumé, là est éteint. Un bateau qui passait par là arrive à apercevoir le phare, mais sans lumière, donc il se dit qu'il y a un problème. Soit il y a un problème mécanique qui fait que le phare ne peut pas être allumé et il faut faire une réparation, soit les gardiens ont oublié d'allumer le phare ou ils ont bu trop de scotch et ils étaient bourrés, peu importe, le résultat est le même, le phare n'est pas allumé. Donc quand le capitaine de bateau arrive finalement à bon port, en ayant fait très attention, il signale l'incident. Mais les jours qui ont suivi, le phare est resté éteint. Donc 5 jours après le passage du bateau, donc le 20 décembre, là un bateau emmenant des vivres pour les habitants du rocher où il y a le phare passe là-bas. Et rapidement, une fois arrivé sur place, tout le monde sent que quelque chose ne va pas. Et c'est une fois avoir mis pied à terre sur l'île où se trouve le phare qu'il y a une confirmation qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il se passe, c'est qu'il n'y a absolument aucun signe de vie. Et à raison, c'est pas qu'on trouve le corps des gardiens, c'est qu'on ne trouve personne. Ceux qui étaient censés être là, visiblement, ont disparu. Et c'est en visitant le lieu de vie de gardiens qui ont disparu qu'on se rend compte que c'est comme si ils avaient disparu, mais comme ça d'un coup. On retrouve les restes d'un repas qui était en cours, les cendres dans la cheminée sont froides, on retrouve même des manteaux accrochés au porte-manteau, ce qui semble montrer que certains gardiens sont peut-être même partis alors qu'il faisait extrêmement froid sans se couvrir. Donc qu'est-ce qui aurait pu pousser ces gardiens à quitter leur lieu de vie, le phare, dans une telle précipitation? Donc en plein repas, sans se couvrir, l'explication la plus plausible, ce serait une vague géante. Pourquoi on pense à ça? Parce qu'en fait on n'a pas vraiment d'autre explication. On se dit qu'en fait le soir du 15 décembre, donc quand le bateau qui a remarqué que le phare était éteint, les gardiens sont sortis pour aller sécuriser quelque chose au niveau d'un ponton, et là ils auraient tous été emportés par une énorme vague. Ça c'est l'explication officielle, l'affaire a été classée derrière, mais certains pensent que cette explication est un peu trop facile. D'autres imaginent que plutôt les gardiens se sont noyés, on va l'emporter assistance à un bateau qui était malmené. On pense à des choses vraiment atroces comme quoi un des gardiens serait devenu fou et aurait tué tout le monde. Il aurait ensuite jeté les corps à la mer et se serait lui-même jeté ensuite dans la mer. Ou alors il serait juste parti, se disant que leur situation de gardien était nulle et donc ils se sont dit qu'ils allaient recommencer leur vie ailleurs. Et après on a plutôt des théories plus farfelues si on peut dire.
Certains disent qu'ils ont été mangés par un serpent des mers, qu'il y avait des fantômes dans le phare qui les ont soit tués, soit chassés. Quoi qu'il en soit, cette histoire demeure mystérieuse. On présume qu'on a la solution, c'est-à-dire que c'est une vague qui les a fait tomber à l'eau alors qu'ils étaient déjà à l'extérieur, mais certains ont du mal à croire à cette théorie, bien que ce soit celle qui semble être la plus valide. George Soder est un homme né en 1895 en Sardaigne. Il a décidé de venir vivre aux États-Unis. Pourquoi ? On ne sait pas, il n'a jamais voulu le dire, et une fois arrivé sur place, il a grandi et il s'est mis à travailler dans le monde des chemins de fer. C'est quand il s'est installé en Virginie occidentale que là il a rencontré une femme, celle qu'il allait épouser, Jenny Cipriani, qui venait elle d'Italie. Ils ont vécu heureux ensemble et en 1945 ils avaient 10 enfants. John, Joseph, Marion, George Junior, Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty et Sylvia. 10 enfants qui avaient de 3 à 22 ans. Et parmi ces 10 enfants, il y en avait 9 qui vivaient encore à la maison. Financièrement, la famille Soder vivait plutôt bien. Ils vivaient dans une maison plutôt spacieuse. En même temps, quand il y a autant de monde, il vaut mieux. George, lui, avait bien évolué depuis le moment où il travaillait dans les chemins de fer. Il était à la tête de sa propre entreprise. Et le 24 décembre 1945, la famille était excitée car Noël était très bientôt là. Les cadeaux ont été offerts, tout le monde était très heureux, certains sont montés dans le grenier pour aller essayer les cadeaux qui avaient été offerts. Jenny, elle, qui était très fatiguée, a préféré aller se coucher. George l'a rejoint, il est à peu près 22 h. Avec eux, ils emmènent Sylvia, la plus jeune, pour aller dormir. Les autres enfants, eux, ont le droit de rester éveillés un peu plus tardivement. C'est Noël, c'est la fête, et ils sont sous la surveillance de leur sœur aînée, Marion. John et George Junior, donc les garçons les plus vieux, vont se coucher vers 23 h à peu près. Marion, elle, normalement, va mettre au lit les plus jeunes, mais là, fatiguée après cette belle soirée de Noël, elle s'assoupit sur le canapé. La nuit passe, et vers minuit et demi, le téléphone sonne. Jenny, la maman, va répondre et à l'autre bout du fil, il y a, semble-t-il, une femme qui demande à parler à quelqu'un. Sauf que le quelqu'un mentionné, Jenny ne le connaît pas. Apparemment, ce n'est pas un membre de la famille. Donc, naturellement, ici, on pense à un problème de numéro. Le mauvais numéro a été composé. Jenny, donc, raccroche sans se poser la moindre question. Elle fait un petit tour de la maison pour voir si tous les enfants sont couchés. Elle jette un petit coup d'œil dans le salon. Elle voit sa fille Marion qui s'était endormie sur le canapé. Les autres enfants, eux, ne sont pas là. Donc, elle se dit naturellement que tout le monde est dans son lit à dormir à point fermé. Elle part donc se recoucher et une demi-heure plus tard, à 1 h du matin, Jenny se réveille encore une fois parce qu'elle est réveillée par un bruit qui la dérange. Ce bruit, c'est comme si une pierre tapait sur le toit de la maison. Il y avait beaucoup de vent ce soir-là, donc elle se dit encore une fois que c'est peut-être des branches d'arbres qui tapent sur la maison. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude, elle se rendort. Une demi-heure passe encore et Jenny est de nouveau réveillée. Cette fois-ci, c'est pas un bruit qui la dérange, c'est le fait d'avoir du mal à respirer. Elle ouvre les yeux et elle voit qu'il y a dans la chambre de la fumée partout. Elle réveille George tout de suite et tous les deux quittent donc la pièce précipitamment. La raison de cette fumée, c'est qu'il y a un feu. Les parents courent dans la maison, crient à tue-tête disant qu'il y a le feu, qu'il faut partir. Marion est réveillée, elle prend Sylvia qui était avec ses parents et tous les 4 sortent de la demeure. John et George Junior, eux aussi, sont réveillés précipitamment. Ils comprennent tout de suite que la situation est très alarmante et de justesse, eux, arrivent à sortir du domicile. Ils ont été touchés par des flammes, ils ont subi de sévères brûlures. George, le père de famille, lui, se saisit d'une échelle à l'extérieur du domicile pour essayer d'atteindre la fenêtre de ses enfants qui peut-être n'ont pas réussi à sortir. Sauf qu'au moment de prendre l'échelle, problème. L'échelle, elle n'est pas là, alors que George était sûr qu'il y en avait une. Il décide donc de prendre un véhicule d'entreprise qui était garé pour justement permettre à ses enfants de sauter sur la remorque afin de quitter les lieux sans se faire trop mal. Sauf qu'encore une fois, problème. Quand il se met au volant du véhicule, le véhicule ne démarre pas. Les pompiers sont contactés, mais encore une fois, malchance. On est le soir de Noël, donc beaucoup de pompiers sont en vacances, les secours sont clairement sous-effectifs, et c'est donc à 8 h du matin, alors que le feu a commencé vers 1 h, que là les pompiers n'arrivent. Donc, au matin. La maison qui était complètement détruite par les flammes a été fouillée. Et pour les parents, c'est une triste matinée de Noël. Pour eux, 5 de leurs enfants, Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty, ont perdu la vie dans les flammes. Mais quand la police, qui mène maintenant une enquête pour savoir comment l'incendie s'est déclaré, fouille le domicile qui a été détruit, aucun corps n'est retrouvé et même aucun corps calciné. Quoi qu'il en soit, l'enquête est close. La cause de l'incendie pour les enquêteurs est un problème de câble électrique, sauf que pour
les parents Soder, c'est pas vraiment possible parce qu'ils ont fait refaire leur installation électrique récemment et ça a même été vérifié plusieurs fois. Donc si ça a été vérifié, comment c'est possible que là il y a un problème? Malheureusement, le constat est là. Les enfants ne sont pas retrouvés, donc ils sont probablement décédés. Les Soder, complètement en deuil, essayent de reprendre petit à petit le cours de leur vie. Des funérailles sont organisées, mais en 1947, donc 2 ans après les événements, une publication dans un journal les chamboule. Il y a une photo qui accompagne un article et sur cette photo il y a des enfants. Et George Soder et sa femme sont convaincus de voir parmi cette photo d'enfant leur fille Betty. Il y en a une qui lui ressemble très pour trait. Donc pour eux, il y a quelque chose à résoudre. Le corps de leurs enfants n'ont pas été retrouvés. Là, il semble mystérieusement réapparaître, alors ils décident d'engager un détective privé. Le détective n'arrive pas à retrouver les enfants, mais les Soder restent persuadés qu'en réalité, leurs enfants ont été enlevés et que l'incendie n'est qu'une diversion pour cacher l'enlèvement. Et il y a après d'autres révélations. Les Soder apprennent que le chef des pompiers, donc qui est intervenu pendant l'incendie, a retrouvé un cœur humain qu'il a mis dans une boîte et qu'il a enterré sur leur propriété. Sauf que les Soder, quand ils ont demandé pourquoi le chef des pompiers ne leur en a pas parlé, il a dit « bah je pensais l'avoir fait ». Enfin, vu la gravité de la chose, c'est assez absurde. La fameuse boîte est déterrée, le cœur retrouvé a été analysé par un expert, et en fait c'était pas un cœur, c'était juste un morceau de viande. Et là encore une fois, nouvelle révélation. Le chef des pompiers savait que ce n'était pas un cœur, mais il a créé cette histoire pour aider les parents à accepter la mort de leurs enfants et qu'ils puissent passer à autre chose. C'est littéralement aberrant. Après cela, les différents articles parlant de ce qui s'est passé sont parfois contradictoires. Certains disent qu'effectivement des corps ont été retrouvés, d'autres que pas du tout. Concrètement, les articles n'ont aucune source et c'est juste pour vendre des papiers qui mettent des informations un peu comme ça croustillantes. Autre élément qui ne semble pas convaincre la famille Soder, c'est que dans l'incendie, beaucoup de choses ont brûlé, mais il y avait quand même des restes. Par exemple, il y avait des restes de lits bien conservés, si on peut dire ça comme ça. Donc, il était pour beaucoup impossible qu'il n'y ait absolument aucun reste si les corps avaient brûlé. D'ailleurs, pour vraiment se conforter dans cette idée-là, Jenny, donc la maman, a contacté un crématorium pour avoir des informations sur le fait de brûler un corps. Et justement, les experts du crématorium ont dit qu'il fallait une certaine température avec le feu pour qu'un corps brûle, et en plus ça prenait plusieurs heures, donc ça correspondait pas aux détails de l'incendie qu'il y a eu chez eux. Encore une fois, à la recherche de réponses, George Soder a organisé une fouille sur la propriété où il y avait la maison. Et au cours de cette fouille, on a trouvé des os humains qui appartenaient visiblement à la même personne, et après analyse, il semblerait que ces os appartenaient à quelqu'un qui avait entre 16 et 17 ans. Mais encore une fois, ça ne colle pas, car ces os appartenaient visiblement à un garçon, et le plus vieux des garçons qui était là n'était âgé que de 14 ans. Donc la conclusion, c'est que ces os n'appartiennent à personne de la famille Soder. George et Jenny sont donc convaincus que leurs enfants sont en vie quelque part, qu'ils n'ont pas péri dans l'incendie. Alors ils décident d'offrir une récompense de 5000 $ à quiconque voudrait bien les aider à avancer sur le sujet. Ils mettent vraiment beaucoup de moyens en place, ils s'arrangent pour qu'il y ait la photo des enfants Soder partout afin que tout le monde puisse les voir et donc peut-être donner des informations. En 1967, Jenny reçoit un courrier et dans ce courrier, il y a la photo d'un jeune homme. Derrière la photo, il y a un message. Il y a marqué Louis Soder et Jenny, en voyant la photo, se dit qu'effectivement, le jeune homme ressemble énormément à son fils Louis. Son fils qui aurait donc vieilli, car au moment de l'incendie il n'était âgé que de 10 ans, mais il y a quand même des choses là qui ressemblent, ses traits de visage, ses yeux, sa bouche, son nez. Vraiment, on a l'impression que c'est lui, mais juste vieilli. Donc, n'ayant pas d'autres informations, un nouveau détective privé est engagé pour retrouver cette personne. Sauf que rapidement, les Soder se rendent compte que ce détective privé est un escroc qui leur prend juste de l'argent, mais ils n'enquêtent pas. Alors, ils décident d'enquêter eux-mêmes, mais encore une fois, ça ne donne rien, c'est sans succès, ils ne retrouvent pas cet individu. Quoi qu'il en soit, pour George et Jenny Soder, leurs enfants sont en vie et ont disparu pour 3 raisons. Il y aurait 3 raisons possibles. La première, c'est pour être vendu au marché noir. Il y a eu effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, des ventes de bébés au marché noir. Deuxième raison, par vengeance, peut-être des personnes étaient mécontents du succès de George Soder et donc ils ont été enlevés et tués à un autre endroit pour faire passer un message à George Soder, peut-être par rapport à son passé en Sardaigne dont il ne veut pas parler. Et troisième possibilité, qui sort un peu de nulle part, les enfants auraient pu être enlevés par Frank, le frère de Jenny. Pourquoi ?
on n'a pas forcément d'informations, mais rapidement, de toute façon, cette piste-là a été écartée parce que le premier détective privé qui était sérieux a enquêté sur le sujet et non, c'était pas le cas. Par contre, la théorie la plus envisageable, c'est la deuxième, celle de la vengeance. Il se trouve que peu de temps avant les faits, il y a un homme qui voulait vendre des assurances vie à la famille. Les Soder ont refusé et ce refus aurait mis l'homme extrêmement en colère, tellement en colère qu'il les aurait menacés de brûler leur maison. Mais pas que, aussi de détruire les enfants. Étrangement, ça semble plutôt bien collé à la réalité de ce qu'il s'est passé. En plus, il y a plein de choses qui sont bizarres dans cette histoire. Après l'incendie, il y a le cousin de l'homme qui voulait vendre des assurances qui s'est présenté au Soder pour dire qu'il voulait les aider à rebâtir leur maison. Le printemps qui a suivi l'incendie, une des filles de la famille a retrouvé dans un buisson un petit objet vert, une sorte de grenade. Et donc ça pourrait expliquer les bruits qu'a entendu Jenny pendant la nuit, ce bruit de trucs qui tapent sur la maison. Un conducteur de bus, lui, a dit qu'il avait vu des gens lancer des boules de feu sur la maison. Pas des boules de feu en mode des pouvoirs, mais peut-être des cocktails Molotov ou ce genre de choses. Autre point mystérieux pendant les événements, c'est, vous savez, le fameux appel téléphonique de la femme. En fait, c'était vraiment une erreur. On a retrouvé la femme et effectivement, elle s'était bien trompée de numéro. Donc ça, c'est un truc qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Donc, au final, dans cette histoire, les parents Soder, eux, ont toujours cru que leurs enfants avaient réussi à survivre de l'incendie, qu'ils avaient été enlevés. Ils ont passé toute leur vie à essayer de les retrouver sans succès. Il n'y a qu'un des enfants de la famille, John, qui a essayé de réveiller ses frères et sœurs, qui lui est sûr qu'ils ont bien perdu la vie dans l'incendie. La dernière survivante de la famille Soder, Sylvia, est décédée en 2021. Et donc avec sa mort, il n'y a plus de Soder, en tout cas qui ont des liens avec cette famille, qui sont en vie. Donc théoriquement, plus personne ne s'est mis à la recherche de ceux qui avaient potentiellement disparu. En plus de ça, il est probable aussi maintenant, ce qui rend la chose très compliquée, que ceux qui ont disparu, s'ils ont bel et bien disparu, soient décédés de vieillesse, si jamais ils ont mené une vie derrière normale. Sylvia, elle, était la plus jeune, elle avait 3 ans au moment des faits, elle a perdu la vie en 2021, donc il est probable que ses frères et sœurs, eux aussi, aient perdu la vie de vieillesse ou d'autres choses. Donc aujourd'hui, il est très peu probable qu'on sache réellement ce qu'il s'est passé vis-à-vis de ces enfants disparus, même si officiellement, ils ont perdu la vie au cours de l'incendie. Le lac Anjikouni est un énorme lac de 51 000 hectares situé au nord du Canada. Et ce lac, je ne vous en parle pas sans raison, c'est qu'il est le théâtre d'une étrange affaire. Un village entier qui se trouvait sur ses rives a disparu. En novembre 1930, un trappeur, Joe Labelle, décide de passer la nuit dans le dit village. Il y était déjà allé, donc il connaissait le village, mais aussi ses résidents. Alors il pensait avoir un accueil chaleureux quand il se présenterait là-bas, mais pas du tout. Quand il est arrivé, le village était complètement désert. Les hommes, les femmes, les enfants, les anciens, personne n'était là. Par contre, ce qui appartenait aux villageois était encore bien là. Leurs fusils, leur nourriture, des objets précieux, tout était encore là. Il n'y avait aucune trace de lutte ou d'attaque qui était visible, donc le trappeur, terrifié de voir qu'il n'y a personne et sans explication, a décidé de partir. Il a signalé ces événements étranges à la police, et les policiers eux-mêmes ont pu constater de leurs yeux la disparition étrange de tous les villageois. Aujourd'hui, on se dit que tout ça n'est qu'une histoire, une sorte de canular ou de légende, mais d'autres pensent qu'il y a bien là un fond de vérité. Et il y a plusieurs hypothèses. Celle qui est le plus souvent évoquée, c'est l'hypothèse de l'enlèvement par des extraterrestres. Apparemment, le trappeur et la police ont aperçu des lumières assez étranges au-dessus du fameux village où tout le monde a disparu. Cette hypothèse ne se base que sur ça. Autre hypothèse, encore une fois surnaturelle, une malédiction se serait abattue sur le village. Et dernière hypothèse, ce serait une migration. Les villageois seraient simplement partis pour s'installer ailleurs. Mais ce qui met le doute vis-à-vis de ça, c'est pourquoi ils seraient partis sans emporter leurs objets personnels, leur nourriture. Et c'est principalement avec ces points-là qu'on doute qu'ils soient partis de leur bonne volonté. En 1944, un train partant de Toulouse et transportant des prisonniers a quitté la gare pour rejoindre les camps allemands. Le camp visé était celui de Dachau et habituellement le trajet prenait 3 jours. Mais dans le cas de ce train, il a pris 2 mois. Pourquoi il a pris autant de temps?
La réponse est plutôt simple, c'est qu'on est à une période où il y a eu le débarquement en Normandie, la France est en pleine ébullition, donc le train a fait en fait plein d'allers-retours, il est allé à Bordeaux, il est revenu à Toulouse, il est allé à Angoulême pour éviter les attaques des Alliés, pour éviter les bombardements, et en plus à chaque fois que le train s'arrêtait dans une gare, on remettait d'autres prisonniers à l'intérieur. La vie dans le train était complètement insoutenable, imaginez des prisonniers à qui on ne donnait pas de nourriture, d'eau, qui étaient entassés dans les différents wagons. Il y avait des personnes qui perdaient la vie et les corps restaient là, donc les prisonniers qui eux s'accrochaient à la vie devaient en plus de ça vivre avec le corps de leurs amis, de leur famille qui étaient présents à côté d'eux. Et bien que le train est initialement parti le 12 mai, c'est le 28 août que là, il arrive finalement à sa destination. Et l'enfer pour ceux qui occupent ce train n'est pas terminé. Les prisonniers sont emmenés dans différents camps dont peu ressortiront vivants, mais une question se pose vis-à-vis de ce fameux train. C'est pourquoi les Allemands ont tant cherché à l'acheminer vers Dachau, sachant qu'à ce moment-là, la Deuxième Guerre mondiale était quasiment perdue pour les Allemands, donc pourquoi s'accrocher autant au transport de ces prisonniers? Une des théories veut qu'en fait, les Allemands se servaient de ce train comme bouclier, pensant que les Alliés n'allaient pas l'attaquer si jamais ils savaient qu'il y avait des êtres humains à l'intérieur. Est-ce qu'il y avait une autre raison? Probablement pas. C'est une histoire qui a été pendant longtemps mystérieuse parce que ce train ayant fait de nombreux allers-retours, eh bien on a tout bonnement au fur et à mesure du temps perdu sa trace. Et quand je dis qu'on a perdu sa trace, c'est que cette histoire avait tout simplement été oubliée. Elle a retrouvé sa place dans l'histoire de la guerre parce que deux personnes se sont posé des questions à son sujet. Une d'entre elles avait entendu parler du passage du train de par ses parents et l'autre personne, elle, l'avait vu directement de ses yeux. Au début, cette histoire, c'était uniquement des sortes de témoignages. Il n'y avait pas vraiment de documents historiques qui permettaient de l'étayer. Donc pour beaucoup, pendant longtemps, cette histoire de train de déportés était considérée comme une histoire de train fantôme. Mais finalement, c'est grâce aux deux personnes dont je viens de vous parler que des recherches ont été menées et qu'on a pu établir justement le trajet du train et donc prouver que ce train n'était pas qu'un train fantôme, qu'une sorte de légende urbaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais bien une histoire bel et bien vraie. Et on a pu aussi, par conséquent, en remettant cette histoire à sa place dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, à ceux qui ont perdu la vie pendant le trajet. Brian Shaffer est un homme qui a grandi à Pickerington dans l'Ohio. Après ses études au lycée, il a décidé de se lancer en microbiologie, il a obtenu son diplôme 6 ans plus tard et après cela il a décidé aussi de faire des études en médecine. C'est pendant cette période-là qu'il a perdu sa maman, Renée, suite à une maladie, et bien que d'extérieur c'est quelque chose qui ne semblait pas l'affecter, ceux qui le connaissaient bien disent que, eh bien si, il en était complètement dévasté. Pendant ses études en médecine, il a rencontré une femme, Alexis Wagoner. Rapidement, Brian et elle sont tombés vraiment très amoureux. C'était quasiment le couple idéal et d'ailleurs, leurs proches disaient que c'était sûr et certain qu'ils allaient se marier. Et effectivement, c'était quelque chose qui était envisagé. Brian se disait qu'il allait profiter d'un voyage qu'ils avaient prévu à Miami pour faire sa demande. Le 31 mars 2006, les cours en médecine de Brian se sont terminés. Pour célébrer un peu la fin de ses études, Brian a dîné avec son père, Randy. Ils ont mangé ensemble et Randy s'est rendu compte que Brian était complètement épuisé. Il avait quasiment fait que des nuits blanches pour réviser ses cours et Brian devait, après le dîner avec son père, voir l'un de ses amis, William, pour aller boire des verres. Pour le père, c'était une mauvaise idée. Brian aurait mieux fait de se reposer, mais il n'a rien dit à son fils. C'est à 21 h que Brian a rejoint son ami dans un bar. Ils ont beaucoup bu et vers 22 h, Brian a appelé sa petite amie, après quoi il est retourné boire des verres avec son ami. Après minuit, les deux potes sont tombés sur une amie de la petite amie de Brian, Meredith Reed, qui s'est joint aux deux amis pour prendre un dernier verre. Peu de temps avant 2 h du matin, Brian est sorti du bar, il s'est séparé de ceux avec qui il était. On le voit sur les caméras de vidéosurveillance, mais c'est la dernière fois qu'on le voit. À 2 h, William et Meredith sortent du bar et ils ne voient pas Brian. Ils se disent que Brian est probablement rentré sans les avertir. Plus tard, au cours du week-end, William, donc celui qui était avec Brian et même son père, Randy, tente de le joindre, mais sans succès. C'est finalement le lundi qui a suivi, quand Brian rate le vol qu'il devait prendre avec sa petite amie pour aller à Miami, que là, on s'inquiète réellement et qu'on signale
sa disparition. D'abord, la police commence à enquêter au bar où il a été vu pour la dernière fois. Il se trouve que le bar se trouvait dans une zone qui n'était pas très fréquentable, où le taux de criminalité était plus élevé d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le bar avait installé des caméras. Les enregistrements ont été observés, c'est là qu'on a vu Brian pour la dernière fois sur l'enregistrement. Sur la vidéo, on le voit parler avec deux femmes, on a l'impression qu'il leur dit au revoir, et à 1h55, il s'éloigne du champ de vision de la caméra, et on ne le revoit plus. Il est possible que Brian soit retourné dans le bar et changé de vêtements et mis une casquette et marché la tête baissée pour qu'on ne le reconnaisse pas, et ça c'est dans la théorie où il a décidé de tout plaquer pour changer de vie. Plusieurs autres enregistrements de caméra ont été observés pour voir si on le voyait ailleurs, mais non, c'est bel et bien sur celle du bar qu'il a fréquenté qu'on le voit pour la dernière fois. Donc la police décide d'enquêter autour du bar et elle est même accompagnée de chiens pour essayer de retrouver la moindre trace de notre individu. On fouille des bennes à ordures, on interroge le voisinage, rien du tout. Une idée qui était dans la tête des enquêteurs, mais qui commence petit à petit à s'effacer pour laisser place à une autre idée. Cette idée dit qu'en fait Brian, il était tellement dévasté par la perte de sa maman qu'il a voulu faire une pause un peu de la vie, vraiment se retrouver tout seul, faire son deuil, sauf que vite, on se rend assez compte que ça n'a pas l'air d'être ça. On commence à envisager un acte plutôt criminel. Le fait que Brian, s'il ne donne pas signe de vie, c'est parce qu'il ne le peut pas, soit parce qu'il est déjà décédé, soit parce qu'il est retenu contre son gré. On interroge ses proches, on les fait passer au détecteur de mensonges, mais encore une fois, parmi ses proches, personne ne semble être suspecté plus que ça. Et parmi tous ses proches, il y a la petite amie de Brian, Alexis, qui elle, était triste de cette disparition. La personne qu'elle aimait n'était plus là, donc ce qu'elle faisait, c'est que chaque soir quasiment, elle l'appelait. Et toujours, elle tombait sur sa messagerie, sauf une fois, au mois de septembre, elle a appelé et ça a sonné un petit peu. Et si justement ça sonne, ça veut dire que l'appel est capté. Alors là, la police se sert de ça pour essayer de localiser le téléphone. Et il a bel et bien été localisé à 23 km de la ville où se trouvait Brian, normalement. À part ça, il n'y a rien eu. Beaucoup de signalements ont été faits à la police, comme quoi des gens l'avaient vu, mais ça n'a rien donné, rien de concret. Randy Schaffer, lui, a décidé aussi de mener sa propre enquête. Il voulait tellement retrouver son fils qu'il a même contacté un médium qui lui a dit que le corps de son fils se retrouvait dans l'eau près d'un poteau. Alors il a même organisé des fouilles près de certaines rives pour essayer de retrouver un quelconque indice, voire même le corps de son fils. Donc, petit à petit, le père de Brian et la police commencent à envisager sérieusement la piste de l'acte criminel, c'est-à-dire le fait que quelqu'un ait ôté la vie à Brian. Il aurait fait une mauvaise rencontre. Et pour la police, peut-être même qu'il serait la victime d'un tueur en série, celui qui est appelé le tueur au sourire. Brian serait peut-être sa seule victime dont le corps n'a pas été retrouvé. Finalement, avec l'intervention du FBI, cette théorie-là a rapidement été mis aux oubliettes, comme quoi il n'y avait aucune similitude entre la disparition de Brian et les autres victimes de ce tueur en série. Et là, Pompons-sur-la-Garonne, en septembre 2008, le père de Brian, Randy, perd la vie à cause d'un accident. Il y a eu une violente tempête, lui était en train de déblayer des trucs dans son jardin et il s'est pris une énorme branche d'un arbre, ce qui l'a tué sur le coup. Il y a eu une page internet en sa mémoire qui a été faite et il y a eu un message sur cette page internet qui disait « Pour papa, avec amour, Brian ». Donc, en voyant cela, tout le monde se dit que Brian, en fait, a juste mis les voiles, il est parti vivre une nouvelle vie ailleurs. Et il a juste donné signe de vie là, en montrant son amour pour son père qui avait perdu la vie. Sauf que rapidement, la police, en retraçant ce message, s'est rendu compte que ça venait d'un ordinateur, d'une sorte de... j'ai perdu le nom. Mais vous savez, les sortes de cafés là où on peut aussi avoir accès à des ordinateurs. En gros, ça venait d'un truc comme ça. Et donc, pour la police, encore une fois, c'est un petit malin qui a voulu faire une blague sur le décès de quelqu'un. Super. Autre point très bizarre dans cette affaire, c'est le fameux pote de Brian, le fameux William. Lui, apparemment, il n'a jamais été très coopératif avec la police. Donc, les proches qui sont à la recherche de Brian pensent que William sait ce qu'il s'est passé ou potentiellement même où il se trouve. Mais là où il y a une question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'il serait peut-être même responsable de ce qui est arrivé à Brian? Ça, c'est l'énorme zone de flou. Et en 2019, on pense que tout bascule. Il y a une photo qui commence à circuler sur internet d'un homme sans abri au Mexique. Et cet homme ressemble énormément à Brian Schaffer. Alors, la photo a été analysée
notamment par des outils du FBI, mais malheureusement, encore une fois, ce n'était pas lui. En mars 2021, la recherche de Brian était toujours en cours. La police de l'Ohio a diffusé une photo de Brian, plus âgé, afin qu'on puisse l'identifier si jamais on est amené à le croiser. Est-ce que Brian a été la victime de quelqu'un? Il a fait une mauvaise rencontre, il était au mauvais endroit au mauvais moment, ou alors est-ce qu'il a tout simplement décidé de partir, de quitter la vie qu'il menait comme ça? Pour quelle raison, ça on l'ignore. Eh bien, c'est tout le mystère de cette histoire. Le 12 septembre 2008, à 16h22 précisément, dans la vallée de San Fernando, en Californie, un train transportant 225 passagers est entré en collision avec un train de marchandises. Cet accident a fait 135 blessés, mais également 25 morts. Parmi ce deuxième groupe de victimes se trouvait un homme, Charles Peck, un homme âgé de 49 ans au moment du drame, qui travaillait pour un aéroport à Salt Lake City. Il s'était rendu à Los Angeles dans le cadre d'un entretien d'embauche afin de décrocher un travail qui lui aurait permis par la suite de se marier avec celle qu'il aimait. Charles avait déjà eu 3 enfants lors d'un précédent mariage et c'est sur le trajet pour aller chercher Charles à la gare que celle qu'il aimait, Andrea, a appris la terrible nouvelle en entendant parler de l'accident à la radio. Suite au drame, la famille de Charles l'ont rejoint directement pour la soutenir. Le corps de la victime a été retrouvé 12 heures après l'accident parmi les débris. Pourtant, ce qui est surprenant, c'est que pendant les 11 heures pendant lesquelles le corps n'avait pas été trouvé, le téléphone portable de Charles Peck a émis des appels vers les téléphones de ses proches. Au total, c'est 35 appels qui ont été reçus de sa part. Et lorsque ces personnes répondaient, il n'y avait que des grésillements à l'autre bout du fil. D'abord, ces appels donnaient de l'espoir. Effectivement, les membres de la famille de Charles Peck, ne sachant pas encore quel avait été son destin, pensaient qu'il était en vie et qu'il cherchait à appeler de l'aide. C'est le signal des appels qui a permis de localiser le corps de Charles, mais tout de suite, quand le corps a été retrouvé, une nouvelle question se pose suite à son autopsie. Charles Peck est mort sur le coup au moment de l'accident. Alors comment est-il possible qu'il ait tout de même réussi à appeler ses proches si lui-même n'était pas en vie? Don Decker est un homme vivant en Pennsylvanie qui a prétendu être capable de pouvoir manifester la pluie. Comme ça, à partir de rien, il aurait eu cette faculté suite à une possession démoniaque. Tout aurait commencé en février 1983. À ce moment-là, son grand-père, James, aurait perdu la vie. Don, lui, était en prison et il a obtenu une permission spéciale pour pouvoir assister aux funérailles de son grand-père. Et il était très bouleversé à ce moment-là, non pas par rapport au décès d'un membre de sa famille, mais pour autre chose. Il a révélé que ce fameux grand-père avait abusé intimement de lui dans sa jeunesse, un secret qu'il avait longtemps gardé et qu'il n'avait donc jamais révélé. Il était bouleversé donc de voir sa famille honorer la mémoire d'un homme qui lui avait fait du mal. Alors, à la suite de l'enterrement, plutôt que de suivre sa famille pour continuer l'hommage à cet homme, il a préféré aller retrouver des amis, Bob et Jenny Kiefer, qu'il avait rencontrés quelques mois avant ces événements. Chez eux, il a avoué que toutes les angoisses qui avaient été créées par les abus qu'il avait subis étant petit sont revenues à la surface. Don explique qu'alors que le dîner était en train d'être préparé, il a soudainement senti une sorte de malaise. Il avait l'impression que l'oxygène se dissipait, il n'arrivait plus trop à respirer. Il est donc tombé sur le sol et c'est là qu'il aurait vu à la fenêtre un homme le regardant en riant avec une couronne sur la tête. Et tout de suite, il a eu des égratignures sur son poignet. Un peu comme moi, je pense, sauf que moi j'ai pas été possédé par une entité, c'est mon chat. Un maximum de merci Lucky dans les commentaires. Lorsque tout le monde s'est ensuite assis pour le dîner, les kiffeurs ont remarqué les égratignures sur le poignet de Don. Naturellement, ils ont demandé d'où ça venait et Don a expliqué la situation. Le dîner s'est passé et ensuite tout le monde s'est posé dans le salon. Et c'est là que, encore une fois, Don a eu un comportement étrange. Il commençait à vibrer comme s'il avait très froid. Ceux qui étaient présents avec lui, on l'a entendu un bruit venir de l'étage et petit à petit, de l'eau a commencé à goûter du plafond. Don, lui, a commencé à tomber dans une transe. Mais d'abord, l'inquiétude qui vient, c'est qu'il a peut-être une fuite quelque part. Donc, il y a Bob. Donc, Bob Kiefer va à l'étage pour voir s'il y a quelque chose qui est en train de couler, mais pas du tout. Donc,
ne comprenant pas ce qui se passe, Bob appelle son propriétaire. Sa compagne, elle, prend des casseroles et les met sur le sol pour éviter que ça commence à inonder la maison. Don, lui, était toujours en train de convulser dans cette sorte d'état de transe. Et Bob arrive à voir le propriétaire, il explique le problème. Et le propriétaire, du nom de Ron, se rend immédiatement sur place. Et quand il arrive, Ron ne comprend pas. Il y avait bien cette sorte de fuite au plafond, mais pas d'explication. En plus de ça, il explique qu'au niveau du plafond où il y a l'eau qui est en train de goûter, il n'y a pas de tuyauterie. Donc même s'il y avait une fuite qui n'était pas visible, dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Donc c'est le mystère. Bob décide de prendre une chaise pour regarder directement au niveau du plafond d'où venait l'eau. Et il se rend compte qu'en fait, l'eau ne goûte pas directement du plafond comme si elle s'infiltrait au travers du sol, mais plutôt c'est comme s'il y avait une couche d'eau, mais sous le plafond, qui coulait. De plus, cette eau n'avait pas la texture littéralement d'eau, c'était un peu plus gras, plus comme de l'huile. Donc là, encore une fois, le mystère. Pas d'explication possible, donc on se dit qu'on va appeler d'autres personnes qui peut-être trouveront une solution. Le propriétaire Ron appelle sa femme, Romaine, un policier est aussi appelé, John Beaujean, et encore une fois, ces nouveaux témoins ne comprennent pas ce qu'il se passe ici. Donc n'ayant pas d'explication rationnelle, l'irrationnel commence à prendre le pas. On commence à se dire que Don est possédé. Parce que lui, on rappelle qu'il est encore en train d'être en pleine convulsion. Il est toujours en transe à ce moment-là. Les policiers s'en vont, ils ne peuvent en soi rien faire. Et Rod, le propriétaire, pense que c'est soit que Don est possédé, soit les kiffeurs, ceux qui vivent ici, ont réalisé un canular. Quasiment une journée se passe où il continue de pleuvoir dans la maison. Il y a plusieurs témoins qui ont entendu le bruit qui courait, qu'il y avait cette fameuse pluie, donc ils sont venus voir et eux aussi ont assisté à cette fameuse pluie qui coulait du plafond. Et c'est Pam, la propriétaire du restaurant d'en face, quand elle est venue dans le logement, qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement il y avait bien ici à l'œuvre quelque chose de paranormal. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait toujours un crucifix sur elle et elle l'a posé sur le corps de Don qui convulsait. Et d'un coup, ça a commencé à le brûler. Lui essayait de l'enlever, mais elle le maintenait dessus. Et d'un coup, les yeux de Don sont devenus extrêmement noirs. Elle a la confirmation ici qu'il y a bien une possession. Elle dit donc au kiffer qu'il faut appeler un prêtre pour réaliser un exorcisme. Don, lui, comprend qu'il est potentiellement responsable de ce qu'il se passe. Les propriétaires, eux, reviennent et constatent qu'il y a toujours un problème. Et voyant que Don semble être la cause de tout cela, eh bien, plutôt que d'être dans la compréhension, il commence à l'accuser et dire « on ne veut pas de toi ici, va-t'en ». Alors Pam, elle, emmène Don dans son restaurant et de nouveau la pluie s'arrête chez les kiffeurs et commence dans le restaurant. Les kiffeurs, eux, ont suivi Don, c'était leur ami, et là, il s'est encore passé d'autres choses. Don a comme lévité, les lumières s'éteignaient, les casseroles étaient envoyées dans tous les sens. Donc il n'y a plus de doute, Don est bel et bien possédé. Janie Kiffer lit la Bible, elle essaye d'exorciser Don, de faire sortir le mal qu'il y a en lui, mais plutôt que de libérer l'entité qui possédait Don, il s'est mis à pleuvoir, mais cette fois-ci que sur elle. De nouveaux policiers sont arrivés, ils ont vu la scène, même si eux étaient pourtant bien sceptiques, ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait, d'autant plus que eux aussi ont commencé à se prendre de la pluie. Du temps a passé, on a essayé de faire des exorcismes sur Don, qui semblaient plus ou moins marcher, mais des fois la pluie s'accentuait, mais au bout du compte, la pluie a cessé. Mais rappelez-vous, Don, de base, il était en prison. Donc au bout quand même de 3 jours à faire pleuvoir du plafond, il a été renvoyé en prison, mais rapidement quand même, ce qui s'était passé vis-à-vis de lui, ça s'est ébruité. Et donc ses co-détenus ne voulaient pas vraiment rester à ses côtés. D'autant plus que même en prison, la fameuse pluie qu'il faisait apparaître, eh bien, est réapparue même en prison. Concrètement, il pleuvait dans sa cellule. Et de ce qu'il raconte, il s'est juste dit « j'aimerais bien qu'il pleuve ici ». Pouf, et il a commencé à pleuvoir. Mais là, ça n'arrivait plus avec des sortes de convulsions. Don disait clairement qu'il se sentait puissant car il pouvait contrôler la pluie. Un révérend est donc contacté pour essayer de traiter la situation. Et d'abord, ce révérend pense que Don raconte absolument n'importe quoi. Il lui dit « vous mentez, admettez-le ». Mais c'est là qu'une odeur a commencé à envahir la cellule où se trouvait le faiseur de pluie. Une odeur nauséabonde, clairement une odeur de cadavre. Le révérend, comprenant que le mal est ici, dit à Don qu'il va prier pour lui. Don dit qu'il ne veut pas, mais le révérend dit que si, il le fera quand même. Et ce qui est là très surprenant, c'est que le révérend a ouvert sa Bible, et quand il priait, aucune goutte n'a touché la Bible. Le révérend a expliqué qu'au fur et à mesure de ses prières, le caractère de Don, qui était un peu virulent, semblait s'apaiser, comme si les prières le calmaient. L'odeur a disparu, la pluie s'est dissipée, et à la fin des prières, Don a dit juste «
merci. Et depuis, il n'aurait plus jamais eu de pluie de sa vie. Enfin, en tout cas, il n'aurait plus créé de pluie. Ce que Don pense, en fait, c'est que son grand-père, James, avait abusé de lui quand il était petit et il avait réussi à abuser de lui encore une fois après sa mort. On a cherché des solutions rationnelles pour expliquer ce qu'il s'était passé. On a trouvé des pistes, mais finalement, ça ne correspondait pas à la réalité. Par exemple, on a fait des liens avec le froid, des tempêtes de neige, le fait que quand il y a de la chaleur dans une pièce, il peut y avoir des couches de glace qui se forment et ensuite de l'eau qui coule, mais en fait il faisait chaud pendant cette période, donc ça colle pas. On dit que l'état de convulsion que Don a eu, c'était le fait cumulé d'être en prison, plus le fait de perdre son grand-père. Enfin, on a cherché plein de trucs à mettre sur la table, mais finalement qui n'ont amené vers rien de concret. Donc, est-ce que Don avait réellement des pouvoirs entre guillemets surnaturels suite à une possession démoniaque? Difficile à dire. En plus de ça, ce qui est incroyable, c'est que à ce moment-là, en voyant tous ces événements très étranges, il y a eu des témoins, personne n'a pensé à prendre des photos ou à filmer. Donc en fait, toute l'histoire ne se base que sur des témoignages. Est-ce que ce n'est qu'un vaste canular qui a été créé ou bien la réalité? Ça, c'est tout le mystère de cette histoire. Il y a un château situé près du village de Glamis qui est le théâtre de quelques légendes. Celle qui est la plus connue concerne un enfant complètement difforme, un enfant appelé le monstre de Glamis. Cet enfant serait né en 1821, le fils aîné du 11e comte George Bowes-Lyon et de son épouse Charlotte Grimsted. Selon ce que raconte la légende, l'enfant complètement difforme, et donc il était impossible de lui transmettre les titres, avait été laissé reclus dans une pièce du château. Et ça, pendant toute sa vie. Et même après sa mort, on aurait condamné la chambre où il avait résidé. D'autres légendes affirment qu'un vampire serait en réalité contenu à l'intérieur de cette pièce condamnée. Mais il y a une autre légende, celle de la Dame Grise. Il y aurait une petite chapelle dans le château où il y aurait des sièges pouvant accueillir 46 personnes. Parmi ces sièges, il y en a toujours un qui est réservé à une entité, la fameuse Dame Grise. Un fantôme qui entrait le château et qu'on aurait même pu identifier. Ce serait Janet Douglas, l'épouse du 6e seigneur de Glamis. À l'époque, elle avait été accusée de sorcellerie et donc torturée afin qu'elle l'avoue être bel et bien une sorcière. Comme de nombreuses sorcières à la suite de ça, elle a été condamnée au bûcher qui a pris place en 1537. Elle entrait depuis le château et par superstition, il faudrait toujours lui laisser un siège dans la chapelle, ne jamais s'asseoir sur la place qui lui est destinée. Une autre légende raconte que Earl Berdy, qui était un comte ou un lord qu'on a un peu de mal à identifier, était invité au château et un soir, alors qu'il était ivre, il voulait jouer aux cartes, mais on était le jour du sabbat, ou Shabbat, j'avoue que j'ai un doute sur la prononciation. Donc, toutes les personnes ont refusé de jouer avec lui. Lui, ayant très envie, à cause de son ivresse, a dit qu'il jouerait donc avec le diable lui-même. Et plus tard, un homme, a frappé à la porte du château et a demandé à notre homme s'il souhaitait un partenaire pour jouer aux cartes. Donc, dans l'une des chambres, le jeu a commencé et au cours de la nuit, des hurlements se sont fait entendre. Un des serviteurs a regardé au travers du trou de la serrure pour voir ce qu'il se passait dans la chambre et il n'a pu voir qu'un jet de lumière qui l'a directement aveuglé. L'homme inconnu qui s'était présenté au château a donc disparu, emportant avec lui l'âme de l'homme ivre. De nombreuses personnes disent qu'après ces événements, ils entendent toujours des hurlements, des bruits de dés. On dit que le comte joue encore aux cartes avec le diable. On va conclure avec une histoire très célèbre. Cette histoire, c'est celle de l'homme de Taured. Nous sommes en 1954. Un homme débarque à l'aéroport de Tokyo et tout de suite, il attire les services de sécurité. Quelque chose ne va pas avec cet homme. Il est donc interrogé par les services de sécurité et on constate qu'il a un passeport français, mais il semble venir d'un pays bien étrange, le pays de Taured. Selon le passeport, ce pays semble se situer entre la France et l'Espagne, mais sur nos cartes, il n'y a rien. L'homme déclare que sa nationalité est tauredienne. La sécurité de l'aéroport ne comprend pas. Ils remettent donc naturellement en cause ce que l'homme raconte, mais l'homme est sûr de lui. Il n'y a aucune erreur sur son passeport, il vient bien d'un pays nommé Taured et il évoque même l'histoire de son pays, des événements qui s'y seraient déroulés. Pourtant, à la connaissance du monde entier, ces événements n'ont jamais eu lieu. Donc,
Pour voir ce que cet homme peut cacher, il est emmené dans un hôtel pendant que les autorités mènent l'enquête. Et les premiers constats sont sans appel. Taured n'existe pas. Et à la suite de plusieurs interrogatoires, l'homme évoque des dates, des événements importants qui ont touché son pays. Mais à chaque fois, ce sont des choses dont nous n'avons absolument pas connaissance. Voulant s'assurer que cet homme soit bien gardé, des agents de sécurité sont placés à l'entrée de sa chambre d'hôtel, il ne peut pas quitter les lieux sans être vu. Et pourtant, un matin, l'homme ne montre plus aucun signe de vie. La chambre qu'il occupait est complètement déserte, comme si personne n'y avait vécu. Lui-même et ses affaires ne sont plus là. Alors, suite à cette disparition, mais surtout cette histoire étrange, des théories se sont créées. On pense que l'homme est peut-être un extraterrestre venu d'une autre planète, voire même d'un univers alternatif. Peut-être que cet homme vient d'une autre réalité, ce qui expliquerait pourquoi il vit dans un pays qui n'existe pas chez nous. Autre point beaucoup plus réaliste, on se dit que cet homme était peut-être un espion qui a été découvert. Ou alors, encore plus farfelu que ça, l'homme viendrait en fait du futur et par le biais d'une technologie que nous n'avons pas, il aurait pu remonter dans le temps. Mais aujourd'hui, des décennies après l'apparition, mais aussi la disparition de cet individu venu peut-être d'un autre temps, est toujours un mystère, soulevant de nombreuses questions auxquelles des réponses ne seront probablement jamais apportées. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour ces 10 histoires mystérieuses. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire un petit mix un peu de paranormal, de trucs plus terre à terre, etc. Quoi qu'il en soit, ce sont des mystères, donc généralement nous n'avons pas de réponse à ce qu'il se passe. Je vous invite à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos théories sur les différents mystères. Peut-être que vous avez lu des choses ou vu des choses, peut-être que ça a été débunké, mais je ne crois pas. Après, j'avoue, je n'ai pas tout vu non plus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, je le répète, je vais bientôt faire un thread d'horreur des abonnés, donc si vous voulez m'envoyer une histoire, ça se passe sur Instagram. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!